Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous quittons les États-Unis pour nous occuper d'une autrice française. Au cours des 20 années passées, Anne-Laure Bondou a publié pas moins de 20 romans et 10 fictions dans la presse, essentiellement pour la jeunesse, mais elle s'est illustrée récemment avec de la littérature pour adultes. J'ai décidé de me focaliser sur 4 de ses romans pour adolescents dans cette vidéo. Anne-Laure Bondou est née le 23 avril 1971 à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. J'ai pas réussi à obtenir beaucoup d'informations sur sa vie. Elle a obtenu une licence en lettres modernes et ses études se sont surtout portées sur l'apprentissage chez les enfants en difficulté. Mais je ne sais pas si ce terme désigne des enfants allophones ou avec des troubles de la lecture, parce que quand on regarde ce qu'elle a écrit, c'est 2 sujets qui l'intéressent. Elle a monté des ateliers d'écriture par la suite qui ont reçu le prix Fondation de France. En 1996, elle entre dans les éditions Bayard Presse, pour lesquelles elle participe au lancement du magazine J'aime lire Max, que vous connaissez sûrement. Mais depuis l'an 2000, elle a cessé ses activités journalistiques pour se consacrer à l'écriture. Comme je l'ai dit précédemment, Anne-Laure Bondou est une autrice prolifique. J'ai donc décidé de me concentrer sur 4 de ses romans, avec comme critère qu'ils se passent dans un contexte plutôt réaliste, et que les personnages principaux soient ou des adolescents ou des jeunes adultes. Le premier, donc, c'est La vie comme elle vient, qui sort en 2004. On suit l'histoire de Mado, 15 ans, et de sa sœur Patty, 20 ans, le premier été après l'accident qui a coûté la vie à leurs parents. Elles décident de revenir en Ardèche, dans leur maison de vacances. Sauf que Patty est enceinte, et que personne à part Mado n'est au courant. Un an plus tard, en 2005, est publié Pépite, qui a été rebaptisé en 2018 La Magnifique. Bella Rosa vit dans le Far West, à Mossad Valley, où les hommes la harcèlent. Quand la guerre arrive, elle prend son père qui est Kudjat et son amoureux manchot et décide d'aller trouver fortune à travers les États-Unis. On fait un bond de presque 10 ans, puisque c'est en 2014 qu'est publié Tant que nous sommes vivants, un roman qui est presque un conte philosophique. Beau et Ama sont ouvriers, lui de jour, elle de nuit. Ils tombent amoureux au premier regard. Mais un matin, Beau oublie de se réveiller et Ama le remplace. La fabrique explose en portant les mains d'Ama. Dévoré par la culpabilité, Beau l'entraîne à travers un périple où il croise des territoires presque fantastiques. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de son roman « L'aube sera grandiose » publié en 2017. Nin est kidnappée le soir du bal de son lycée par sa mère, qui la conduit dans une cabane perdue au milieu de nulle part. Elle lui annonce alors que, contrairement à ce qu'elle lui a fait croire jusqu'à présent, elles ont une famille, composée d'une grand-mère et de 2 oncles. La mère de Nin lui raconte son histoire incroyable et celle de sa grand-mère, une femme célibataire dans la France des années 60-70. Durant la présentation des livres, vous avez sûrement retenu que la famille a une place prépondérante dans ces histoires. C'est même le fer de lance. Il faut dire que ce sont les marginaux qui intéressent Anne-Laure Bondou. Alors elle amène dans ses livres un portfolio de personnages divers. La place du foyer n'est donc pas définie par des lois arbitraires comme le genre ou l'âge. Mais trouver sa place n'est pas inné non plus. Dans L'aube sera grandiose, c'est par les loisirs que chacun découvre sa singularité. Alors que dans La vie comme elle vient, Mado et Patty inversent les rôles de la grande sœur et de la petite sœur. Alors au départ, ce sont bien des familles plutôt traditionnelles qui sont décrites, avec un papa, une maman et des enfants. Mais il y a toujours une étincelle qui fait vaciller cette famille parfaite. Alors on se retrouve avec des familles monoparentales, d'adoption, séparées, et l'équilibre va se former à travers la profondeur des sentiments qu'ont les personnages les uns pour les autres, et le désir de construire un foyer stable, bien que hors norme. C'est d'ailleurs tout le propos de La vie comme elle vient. Et on le découvre aussi dans chacun de ses romans. Les enfants ne sont pas lâchés dans la nature. Il y a souvent ce mythe dans la littérature de jeunesse de l'orphelin qui va du coup pouvoir s'affranchir des lois parentales. C'est pas le cas ici du tout. En fait, au contraire,
Les adultes sont des guides qui peuvent rater et faire des efforts et apprendre. Et alors, l'enfant va répéter ces mêmes gestes jusqu'à parvenir à se trouver. La notion de foyer est donc aussi centrale dans son œuvre que celle de la famille puisqu'elles sont intimement liées. Les personnages traversent des pays entiers à la recherche d'un groupe uni qui se soutient dans les bonnes comme dans les mauvaises situations. Mais l'idée de la famille proposée par Anne-Laure Mondou n'est pas aussi mielleuse qu'elle y paraît. Dans ce schéma familial, certains ne se retrouvent pas et doivent quitter le troupeau. D'autres personnes sont toxiques et d'autres encore ont des accidents fatals. La famille, pour la plupart des personnages, c'est un paradis perdu. Ils ont eu une belle enfance, mais dès qu'ils grandissent, ils se retrouvent face aux difficultés de la vie. Et celle-ci s'illustre d'abord par l'éclatement de la cellule familiale. Alors, les souvenirs permettent de prolonger cette bulle protectrice et de se rappeler une nouvelle enfance parfaite qu'ils essayent de remodeler avec les générations à venir. Ils portent ce message comme héritage. Et c'est notamment pour cela que je trouve que la version avec les illustrations de L'Aube sera grandiose est mieux, puisque l'illustratrice n'est personne d'autre que la fille d'Anne-Laure Mondou. C'est un double message d'héritage qu'elle nous porte à travers son récit et l'application dans sa propre vie. Tout comme son idée de la famille, Anne-Laure Mondou s'illustre dans la vision qu'elle offre de l'amour. Elle sait nous entraîner dans des belles histoires, des rencontres idylliques qu'on voudrait vivre, puis elle les détruit comme le cœur de ses personnages. Au début, on a vraiment l'impression que c'est une adepte de la théorie de l'amour de Platon. Alors grossièrement, il imagine qu'il existait avant un être parfait qui a été coupé en deux et que nous, humains, sommes à la recherche de notre seconde moitié qui nous aiderait à être complets. Et c'est un peu ce que vivent les personnages. Si le coup de foudre n'est pas immédiat pour tous, cette idée d'amour absolu finit par les conquérir. On ne voit que par les yeux de l'autre, on pense tout le temps à l'autre, on veut tout le temps être à ses côtés. Et la passion amoureuse est très présente, surtout quand les héroïnes sont des adolescentes. Mais Anne-Laure Mondou est ferme, ce n'est pas sur ça que l'on bâtit une histoire et encore moins une relation. Tout comme elle va chercher la petite bête, l'étincelle qui fera flamber la famille parfaite, elle le fait aussi avec l'amour. Construire un couple, c'est un projet chez Anne-Laure Mondou. Cela n'a rien d'inné. Ce n'est pas parce que les personnages sont réunis à deux avec un toit sur la tête et un CDI que l'autrice va les laisser tranquilles. Le bonheur se mérite dans l'œuvre d'Anne-Laure Mondou et ça passe par plusieurs épreuves, parmi lesquelles par exemple l'amour peut se faner. Il n'y a absolument rien d'absolu dans ce sentiment et encore moins d'inconditionnel. Et tout le travail pour consolider un couple peut être aussi facilement détruit qu'un château de cartes. C'est le cas par exemple d'un des couples que l'on découvre en tant que nous sommes vivants. Mais on peut aussi apprendre à pardonner comme dans La Magnifique. L'amour en soi n'est pas une raison d'avancer chez Anne-Laure Mondou. Si certains personnages fonctionnent grâce à ça, ce n'est pas le cas de la majorité d'entre eux, et donc de ces histoires. Bien sûr, ça peut être un élément déclencheur. Sans le coup de foudre de Beau et Ama, tant que nous sommes vivants, ça n'existe pas. Mais les personnages n'évoluent pas qu'à travers ce prisme. Ce serait plutôt la cerise sur le gâteau dans un univers où tous tentent de survivre. D'ailleurs, il n'y a pas d'héroïne d'Anne-Laure Mondou qui accepte de se rabaisser par amour. On ne peut pas dire que ce soit les héroïnes de Anne-Laure Mondou qui soient à l'initiative du mouvement. En tout cas, pour Nine et Mado, elles sont dirigées par une autorité parentale. Et c'est aussi le cas de Ama qui est dirigée par Beau. En fait, il n'y a que Bella Rosa qui prend en soi la décision de partir. Et si on n'est pas à la fin du livre, on se demande ce qui va encore leur arriver. La notion de rythme, elle est accompagnée par celle de mouvement, puisque, comme je l'ai dit avant, les personnages voyagent énormément. Ils vont d'un point A à un point B, ils passent par le point AB, par le point B', et tout ça dans un seul but, rechercher la paix. Car il n'y a pas une seule histoire dans laquelle les personnages n'entament pas un voyage. C'est suite à l'étincelle qui détruit les familles et les couples que le mouvement devient la solution. Le malheur ne ramollit pas les personnages. En fait, ils se relèvent grâce au voyage qui devient une thérapie. La dureté de la route, les épreuves sont autant de sauts d'obstacles qu'ils enjambent. Et alors, ils y découvrent qui ils sont et ce pourquoi ils vont continuer à avancer. Car à travers l'image littérale du mouvement, c'est celle de l'esprit qui vagabonde qu'on retrouve. Dans La Magnifique, Bella Rosa part sur un coup de tête. Et pourtant, c'est sur la route qu'elle va être obligée à réfléchir à son avenir. Le voyage fait penser à autre chose. Bouger leur permet de travailler leur corps et de poser leur esprit autre part que sur leurs soucis quotidiens. Le voyage n'est qu'un prétexte derrière lequel la singularité du personnage ressort.
Mado veut trouver une solution pour l'enfant à venir de sa sœur. Bella Rossa veut faire fortune, Ama veut trouver un autre foyer et Rosémée veut protéger ses enfants dans l'Obsora grandiose. Le but premier du voyage n'est pas la conclusion, car c'est une motivation secondaire qui dessine le trajet. Dans ces digressions physiques et psychologiques qui guident les personnages, ils sont obligés de penser autrement. On entend beaucoup parler dans notre société de la notion de zone de confort et d'intérêt de sortir de cette zone de confort. Le voyage, c'est l'exemple typique et les personnages de Anne-Laure Mondou, ça leur fait du bien. Ce qui est d'abord un intérêt de survie, ça devient un voyage initiatique et ça prend une autre dimension. Cependant, la réponse aux questions existentielles que se posent les personnages ne peut pas venir d'un élément extérieur. Pour cela, j'entends aussi bien la rencontre avec un personnage que le voyage en lui-même. Ce que nous apprend Anne-Laure Mondou, c'est qu'on ne peut pas agir ou vivre pour les autres. Il faut que la décision vienne de soi. Et c'est en sachant où vont nos envies, où on veut aller, et ce que l'on ne veut pas que l'on peut avancer. Le voyage pour le voyage n'a pas vraiment d'intérêt s'il n'est pas intériorisé pour créer son propre bonheur. C'est plus la résilience, l'entourage et l'acceptation de la vérité qui permet de trouver le chemin pour continuer à avancer. En France, la littérature de jeunesse ne jouit pas de la meilleure des réputations. À cause du public à qui elle s'adresse, on a longtemps pensé que c'était une sous-littérature et qu'il valait mieux éloigner les enfants de ces livres pour leur proposer un classique. Pour ma part, je pense que les deux se valent et qu'il est important de donner aux plus jeunes une histoire qui a été fabriquée pour eux. Là où Anne-Laure Mondou est forte, c'est qu'elle utilise la rêverie qui est assez propre à la littérature de jeunesse dans un contexte très réaliste, tout en gardant une dynamique plutôt propre aux teen series. Les personnages principaux sont des jeunes, voire des enfants, mais ils sont confrontés à des thématiques adultes. Anne-Laure Mondou ne méprise pas son public, au contraire, et donc elle ne limite pas ses sujets, elle ne cache pas la dure réalité de la vie pour contenter un public que l'on veut protéger. C'est pourtant le but des adultes de garder les plus jeunes dans une bulle, mais elle crève cette bulle tout en maintenant un message très fort et optimiste puisqu'elle permet à ses personnages de sortir grandis de ces épreuves. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que la couverture qui compte.